Les meneurs, segment sur le banc, épisode 13. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Luc Grandpierre, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Votre entraîneur-chef, your head coach, Martin Saint-Louis. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonheur, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la glace, les débats sont positifs. We believe oh, c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that, on divise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la Gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. Au fond, c'est des forceurs. Bienvenue dans les meneurs. She was my biggest fan and cheerleader. She believed in me even when I didn't. I know she's with us tonight and can clearly be proud and smiling down. As a kid, she would always tell me, "Show them, Marty, show them." Well, Mom, I think I did. C'est toujours satisfaisant de voir Martin Saint-Louis d'entrée de jeu, mon Jeff. Colin, que ça donne du gaz. Ouais, ça donne beaucoup de cases pour amorcer ce nouvel épisode sur le banc, épisode 13. Hein? Lors du dernier show, je me suis trompé de numéro d'épisode parce que ça vient mêlant. On rencontre nos invités comme toutes dans la même semaine. Là, fait que c'est particulièrement mêlant. Hein? Ouais, ben à deux shows, c'est ça qui arrive. Hein? On s'entremêle entre les épisodes. Mais bon, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'authenticité qu'on offre. Fait que c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis excité. On reçoit un ancien NHLer. Ouais, on a la broue dans le toupette, là, on va le dire, Kev. Puis aujourd'hui, je pense qu'on tape 3 ou 4 shows cette semaine. Puis aujourd'hui, on est mercredi, le 8 juillet, mais le show, il va être diffusé lundi, je ne sais plus quel jour de juillet. Dans 2 semaines. Oui, c'est ça, exactement. Puis le NHLer que tu parles, l'ancien NHLer que tu parles, c'est Jean-Luc Grandpierre. Vraiment un beau parcours. Puis aujourd'hui, dans les médias, c'est l'un de mes favoris, que ce soit à BPM, au 5 à 7. Peu importe, j'aime beaucoup ses propos à Jean-Luc Grandpierre. Mais avant d'aller le rejoindre, Kev, il faut passer par le segment La Gabière. Même s'il est tôt le matin, on présente notre bière sans alcool, je pense pas qu'on va la boire. Non, je pense pas non plus, mais écoutez, toutes les occasions sont bonnes de consommer de la Gabière. La blanche, honnêtement, je l'affectionne particulièrement. J'apprends à l'apprécier de plus en plus. Je buvais presque pas de blanche avant, puis là, ces temps-ci, c'est celle-là que je bois souvent. Elle est rafraîchissante, elle est fruitée, honnêtement. Elle me satisfait complètement, Jeff. Et moi, j'ai opté pour la rousse. Puis je le répète souvent, la rousse, au début, je la buvais juste l'hiver, puis maintenant, je suis capable de la boire l'été. Moins rafraîchissante que les bières plus fruitées, mais elle est vraiment bonne. Le soir, fait noir, t'écoutes un peu ta TV, une game de baseball, quelque chose de même. C'est vraiment bon. Merci à la Gabière de nous fournir en bière sans alcool. Microbrasserie fondée en 2012. Ouais, puis la rousse, elle a un petit quelque chose. Tu sais, elle n'est pas forte, là, mais elle a un petit kick là, qui pourrait être similaire au goût avec de l'alcool, honnêtement. Fait que c'est vraiment... C'est une bonne alternative pour les gens qui veulent arrêter de boire, mais qui veulent garder le goût de la bière. Exactement. Je suis totalement en harmonie avec toi, mon frère. Et là, sans plus tarder, on va aller chercher Jean-Luc Grandpierre pour l'amener dans notre studio virtuel. Hello Jean-Luc, comment ça va? Salut les gars, ça va bien, vous autres?
Yes. Hey, One, surtout quand on savait qu'on t'avait au podcast, là, c'est sûr que ça donne un petit kick pour bien starter la journée. Bon, des fois, c'est les vitamines, puis des fois, c'est moi. C'est ça que ma femme me dit. Fait que c'est parfait. C'est excellent, ça, Jean-Luc. Hey, moi, je veux rentrer tout de suite dans l'entrevue parce que j'ai lu quelque part que tu as commencé avec le patinage artistique. Je me trompe-tu ou... Non, tu te trompes pas. Écoute, c'est quand j'étais. Fait que mes parents, mes parents sont haïtiens. Fait que moi, leur sport, évidemment, c'est le soccer. Fait que moi, c'était le soccer. Puis évidemment, mon père est devenu un gros fan de hockey. C'est un gros fan des Nordiques dans le temps. Okay. Mais son joueur préféré, lui, c'était Serge Chavard. Fait que Serge Chavard puis Larry Robinson, c'est ses joueurs préférés. Puis évidemment, tout le monde joue au hockey. À Montréal, fait qu'il a dit à ma mère, écoute, mets Jean-Luc au hockey. Fait que ma mère, elle s'en va à l'aréna, puis elle a dit, je veux que mon gars, il patine. Fait qu'ils m'ont mis dans du patinage, puis je dirais, je pense que fait que ça a commencé genre comme le hockey au mois de septembre, probablement, puis je pense que c'était au mois de janvier. On avait une espèce de, je sais pas comment t'appelles ça, pas un spectacle, mais tu sais, ouais, c'est ça, un spectacle. Puis, mon père était occupé au travail, évidemment, parce qu'il travaillait à l'hôpital, puis il y avait également une clinique. Puis, il va voir ça, puis il regarde, qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai dit de le mettre au hockey pour le patinage artistique. Fait que, évidemment, l'année d'après, j'ai commencé à jouer au hockey, mais sérieusement, pour moi, c'est une des choses que c'est complètement différent. Faire du patinage artistique puis du patin de hockey, je m'en souviens la première fois que j'ai mis des patins de hockey, c'était tout croche, mais tu comprends vraiment ce qu'ils appellent en anglais tes edge work. Là. Ouais. C'est vraiment incroyable comment tu perds jamais ça. Puis, je te le dis, gars, je suis rendu j'ai 49 ans, là, puis tu peux me mettre une paire de patins, puis je suis capable de faire des affaires de patins artistiques sans problème, malgré le fait que je pèse 225 livres. Puis je suis quand même assez fluide encore sur mes patins, simplement à cause que c'est des ce qu'on appelle muscle memory, là, que tu n'oublies jamais. Là, fait que je les ai encore. Fait que pour moi, si tu vas jouer au hockey, c'est une bonne façon d'apprendre, de commencer juste avec du patinage, simplement parce que tu vois les jeunes commencer, puis tu leur donnes un bâton, tu leur donnes une rondelle, tu leur donnes des patins. Tu sais pas où ton focus exactement. Juste être capable de commencer avec une bonne base de patinage, puis comprendre c'est quoi ton équilibre, comment patiner comme il faut. En tout cas, ça a fonctionné pour moi, là, 40 ans, fait que je pense que ça devrait encore fonctionner pour les jeunes aujourd'hui. Oui, puis tu as eu un dilemme à faire un peu plus tard. Je me trompe pas, justement, tu parlais de soccer tantôt. Tu étais performant dans les deux sports, puis à un moment donné, tu as eu un dilemme à faire, là, j'imagine. Ouais, c'était un petit dilemme. Ça fait que ça aurait été probablement quand j'avais 15 ans. Fait que je jouais. J'ai pas fait le midget 3 ma première année. Fait que je suis retourné jouer dans le Bantam 2A. Puis, je pense que c'était cette année-là. Ouais, c'était mon année de 15 ans. On avait le camp du 3A. J'étais à Saint-Eustache dans le temps avec les 3L ou quelque chose de même. On avait le cas du 3A, puis j'avais un camp pour l'équipe canadienne au soccer. Puis ça, je pense que c'était au Mexique ou en Amérique du Sud quelque part. Fait que mon père me dit « Ouais, tu peux pas faire les deux, choisis-en un. » Puis c'est là que c'est comme j'ai décidé d'aller au camp du 3A. J'ai pas fait l'équipe. Fait que ça n'a pas marché trop bien pour moi. Mais c'est vraiment là qu'après ça, je me suis complètement concentré juste sur le hockey. J'ai jamais joué au soccer après. Ouais. C'est un peu un parcours qui me rappelle Patrice Bernier, puis vous avez joué les deux à Val-d'Or. Lui, il a pris le chemin inverse, il est allé vers le soccer, toi vers le hockey. Fait que c'est vraiment cool. Kev, tu me laisses-tu poursuivre? Mais Jeff, avant que tu continues, c'est quand vas-y. même drôle avec Patrice Bernier parce que c'est quelque chose qu'on avait en commun dès le début parce que moi, je m'en souviens, j'ai joué mon année de 16 ans à Québec. Puis à 17 ans, après mon année 16 ans, je me suis fait échanger à Val-d'Or. Puis je pense ma deuxième saison à Val-d'Or, Patrice Bernier est venu dans notre équipe. Puis on était roommates. Lui et moi, on restait dans la même famille d'accueil. Fait que on avait évidemment le soccer puis le hockey en commun. Fait que c'était pas mal le fun. Puis pour Bernier, c'est quand même incroyable.
il joue junior majeur, puis après ça, il dit « Ah, je pense que je vais aller jouer au soccer l'année après », puis il s'en va à l'Université de Syracuse, puis évidemment, vous connaissez son parcours, fait que c'est quand même drôle de voir des athlètes multi-sports dans une maison. C'était pas mal spécial. Les athlètes Vraiment. naturels. Oui, exactement. Puis vu qu'on est dans le junior et tout ça, puis même, tu sais, je me questionne souvent à tes débuts, soit dans la Ligue nationale, même au niveau junior, même au niveau avant. Le hockey, la culture, c'était différent d'aujourd'hui. Puis en tant que joueur noir, as-tu été confronté à du racisme et des choses comme ça sur la patinoire? C'est-tu quoi, sur la patinoire, je dirais, point de vue d'autres joueurs impliqués, c'est arrivé une fois, je pense que j'étais dans le Pee-Wee, peut-être, que c'est arrivé, on avait un tournoi à Jonquière, puis il y a quelqu'un d'une autre équipe qui a dit quelque chose, puis sérieusement, mes coéquipiers sont venus à ma défense, on était dans le même autobus, je sais pas pourquoi, fait que, puis je m'en souviens, on a gagné le tournoi, fait que c'était une belle revanche, mais je me souviens de ça, mais tu sais, au point de vue plus haut, c'est vraiment jamais. Tu sais, dans le junior, je vais te dire, je jouais à Laval, même si je venais de Laval, je jouais dans ce qu'on appelle. Comment que ça s'appelait? Le Colisée de Laval? Colisée de Laval? Peut-être. Ouais. Je vais te dire, à Laval, c'était pas mal rough. Là. C'est sûr, il y a des choses qui se faisaient dire des estrades, mais au niveau de la patinoire, non, jamais vraiment. Mais tu entendais des affaires des estrades, ça, c'est sûr, mais ça n'a jamais vraiment été quelque chose dont je pourrais dire que ça m'a affecté personnellement dans mon parcours, etc. Mais tu sais, quand tu es plus jeune, quand ça arrive au niveau Pee-Wee, c'est un petit peu plus différent parce que tu es moins mature, moins jeune, tu comprends pas l'ignorance. Fait que je dirais que ça m'a affecté, oui, mais je dirais pas que ça a été quelque chose, je me dis, ça c'est ma motivation pour prouver à tout le monde que même si je suis noir, je peux me rendre dans une nationale ou whatever. Fait que est-ce que ça affecte? Oui, mais encore, ça affecte certaines personnes plus que d'autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis je veux dire, je sais pas si c'est parce que je suis enfant unique, mais même ma femme, elle me le dit tout le temps, elle dit t'as pas d'émotion, t'as pas de feeling. Je pense que moi, c'est quelque chose qui me dit quelque chose, ça me rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, puis ça m'affecte pas nécessairement. Fait que c'est probablement un petit peu à cause de ça également. Mais c'est sûr que ouais, j'ai entendu des choses, mais jamais, je pourrais jamais dire que c'est venu directement d'un coéquipier ou d'un adversaire ou d'un entraîneur adverse. Ouais. OK. Jeff? Tu peux y aller, Kev. Je te fais une passe à la palette. OK, ben cool. Ben dans le fond, à quelque part, cette mentalité-là que tu viens d'expliquer, ça t'a aidé, j'imagine, dans ton parcours à faire comme garde. J'ai un but, puis c'est me rendre à la Ligue nationale, puis je vais y arriver no matter what. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, puis non, Kev. Sérieusement, tu sais, moi, me rendre à la Ligue nationale, ça n'a jamais. Tu sais, tout le monde dit je veux grandir puis je veux jouer pour le Canadien ou je veux jouer. OK, c'est sûr le que c'est cliché, un rêve. là. Ouais, le cliché. C'est un cliché. Ouais. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, je pensais juste à ça, le hockey, etc. Oui, puis non. Écoute, moi, je vais vous dire sérieusement, quand j'ai choisi le soccer, le hockey, c'était vraiment 50-50. C'était tellement proche. Puis j'ai décidé d'aller avec le hockey. Puis tu sais, évidemment, un échec, tu fais pas le 3A. Tu t'en vas jouer Bantam 2A, deuxième année. Puis après ça, je me souviens, je me suis fait repêcher dans une junior majeure du Québec en sortant du Bantam. Puis tu sais, dans le temps, ça n'arrivait pas souvent. Là, fait que je me suis fait repêcher. Je suis même pas allé au repêchage. Le téléphone, il sonne. Ouais, c'est quelque chose. Arfan de Beauport, c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais vu un match junior de ma vie. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait que, évidemment, je vais au camp d'entraînement l'année d'après. Puis c'était Joe Canale, l'entraîneur, puis je m'en souviens, le camp il avance, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, je sais pas combien de semaines c'était ou whatever, puis j'étais encore là, puis je m'en allais au secondaire 5, puis moi j'allais au collège Notre-Dame à Montréal dans le temps, puis avec Mathieu Darche, puis Martin Saint-Louis, puis Éric Perron, on était tous à la même école, puis je me souviens, j'étais supposé retourner là pour faire ma graduation, puis tout d'un coup, je fais l'équipe, puis c'était comme un choc, tu sais, parce que je m'en attendais pas. Moi, je pensais que j'allais jouer midget 3. Je m'attendais pas à déménager. Tu sais, as à peine 16 ans, tu déménages, tu sors de chez vous.
Puis, tu sais, c'est pas comme si c'était une étape dont je m'attendais qu'elle allait arriver. Fait que pour moi, c'est là que ça a vraiment fait un choc. Là, je suis où? J'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait que ça a été vraiment un gros choc. Mais je dirais, penser à une nationale, c'est pas arrivé vraiment avant mon année de 17 ans, quand j'étais rendu à Val-d'Or. Puis, tu sais, il y a le Combine, puis j'avais pas été invité. Fait que j'étais là, vas-tu me faire repêcher? Puis tu commences à parler à certaines équipes. Puis je me souviens, mon agent, dans le temps, Bob Pernaut, il me dit on va aller au repêchage à Edmonton voir qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, je ne m'attendais pas nécessairement à me faire repêcher. Je pense que j'étais classé 3e ronde, mais je suis sorti en 7e ronde en fin de compte. Fait que tu te dis OK, je suis content d'être repêché, mais c'est là vraiment que tu te dis là, tu peux commencer à vraiment croire au parcours, à la Ligue nationale. Hey, ça serait le fun. Puis c'est sûr que te faire repêcher, c'est juste la première step parce qu'il y a tellement de monde qui se font repêcher, mais combien qui jouent professionnel puis qui jouent Ligue nationale. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé à y penser. C'est probablement mon année 17 ans à Val-d'Or. J'ai eu des très bons entraîneurs qui m'ont vraiment aidé à changer mon parcours pour le meilleur. J'ai 2 questions qui me viennent en tête. La première, c'est que tu as évoqué le nom de Martin Saint-Louis. Nous autres, c'est un peu notre coach virtuel, si on veut. On aime beaucoup Martin Saint-Louis. À cette époque-là, il était-tu ce qu'il est aujourd'hui? En plus jeune, là, tu sais. Ben, c'est drôle. Martin Saint-Louis, moi, je le connaissais depuis je suis tout jeune. Ben, je le connaissais. Je savais c'était qui. Parce que lui était 2 ans plus vieux que moi. Fait que, tu sais, à Laval, la façon que les matchs fonctionnaient, c'est, admettons que Laval, tu sais, les Riverains, on jouait contre les Selects du Nord. Les plus vieux jouaient avant, puis les plus jeunes jouaient tout de suite après. Fait que nous autres, quand on se préparait, tu sais, Martin Saint-Louis, Éric Perrin faisaient leur prouesse à gauche, à droite. Fait que tu voyais qu'il était spécial, mais Saint-Crème, on va pas se mentir, il était tout petit. Hein? Ouais, hein? Fait que, lui, Perrin, c'était bing, bing, bing. Puis, tu sais, si le match était 10-0 puis il gagnait 10-1, et eux autres, ils avaient chacun 9 points ou 8 points. Fait qu'ils dominaient, il n'y a aucun doute. Mais pour Martin Saint-Louis, son parcours est vraiment arrivé après. Tu sais, il a pris le long way parce qu'il était trop petit pour le junior majeur. Évidemment, personne ne veut le savoir. Il s'en va jouer dans l'université américaine au Vermont, je pense qu'il est allé, lui. Vermont ou Maine, ouais. Puis, tu sais, il a comme roulé sa bosse un peu partout. Fait que, tu sais, moi, je m'en souviens, la dernière fois que j'ai joué contre Martin Saint-Louis, la première fois que j'ai joué contre Martin Saint-Louis au niveau professionnel, il jouait avec le club école il était à Saint John, dans le club école de Calgary. Hey. Puis je m'en souviens de l'avoir vu, puis je dis, Saint-Crème, il est encore aussi bon, c'est juste qu'il est plus petit, mais il n'avait pas encore trouvé sa place. Puis je ne sais pas si l'équipe il n'avait pas donné sa place, sur son rôle prématuré. Un Martin Saint-Louis, c'est une 4e ligne, c'est rien. Mais Martin, il croit en lui. Puis comme John Tortorella, il a dit, il est fatigant à tabarouette s'il ne va pas sortir de ton bureau jusqu'à temps qu'il ait ce qu'il pense qu'il mérite. Fait que lui, c'est de la persistance, non seulement sur la glace, mais également hors glace, non seulement avec son entraînement, mais comprendre, parce que ça, c'est une époque, Jeff t'a parlé, l'époque était complètement différente. Tu sais, fin 90, début 2000, là, le coach, là, il disait quoi faire, puis tu faisais ce qu'il faisait. Tu ne rentrais pas dans le bureau du coach, tu disais « Hey, je pense que je devrais faire ça. Je pense qu'on devrait faire ça pour avoir plus de succès. » Puis moi, j'ai parlé à John Tortorella quand il était ici à Columbus, puis il me dit « Saint-Crème, lui, là. » Comme il dit, « Pain in the ass. » Il me laissait pas, ça dérangeait pas qu'est-ce qu'on faisait en vidéo. Il rentrait dans le bureau, puis c'était « Ah, here we go again. » Fait qu'il a persisté, il croyait en lui, puis c'était vraiment incroyable. Un beau parcours. J'ai pas le choix de te demander, Jean-Luc, parce qu'on sait qu'il a un peu navigué dans l'environnement des Blue Jackets, Martin Saint-Louis, puis j'imagine, est-ce que tu as eu la chance de le côtoyer? Puis si oui, est-ce que tu pouvais prévoir qu'il y aurait autant de succès dans la Ligue nationale en tant qu'entraîneur? Non. Écoute, John Tortorella n'est pas fou, il l'a emmené pour une raison. Il sait que c'est un bon technicien. L'avantage numérique des Blue Jackets, ça n'allait pas bien dans le temps. Fait qu'il dit, on va emmener Martin pour voir s'il peut aider. Fait que, oui, je voyais un entraîneur en lui, peut-être si c'est quelque chose qu'il voulait poursuivre, mais évidemment, on sait, ses fils, c'était très important pour lui. Fait que tu regardes son parcours, sa dédication à sa famille, à ses enfants en premier, avant le niveau professionnel, c'est impressionnant. Mais si tu m'aurais dit,
Quand j'ai côtoyé Martin ici à Columbus, je pensais que ça allait être un entraîneur-chef de la Ligue nationale. Tu sais, tu dis jamais non, mais c'est pas quelque chose que je pourrais dire que je me dis « Ah, ça, c'est définitivement qu'est-ce que Martin veut faire. » Parce qu'on va pas se mentir, si Martin veut être à TV puis être un analyste de match, il va être incroyable. S'il veut être entraîneur, il va être entraîneur. On dirait que tout ce qui touche, parce qu'il travaille tellement fort vers ça, va être capable d'avoir du succès, mais je penserais pas. Si tu m'aurais demandé, là, à 5 ans, on est en 2026, ça fait quasiment 8 ans. 8 ans que Martin Saint-Louis est entraîneur-chef de la Ligue nationale, je t'aurais dit probablement pas, parce que ça n'avait pas de l'air de quelque chose nécessairement dont il y avait beaucoup d'intérêt vers. Puis là, tu as parlé de Torch. J'avais une deuxième question. Je vais revenir à ma deuxième question tantôt, mais c'est parce que Torch, Martin l'aime énormément. Il y a des joueurs qui l'ont aimé, des joueurs qui l'ont haï. Mais quel type d'humain est John Tortorella? Parce que le coach, on le connaît, là. Mais l'humain, John Tortorella, est-ce que c'est une bonne personne? Incroyable. Incroyable. Torch, autant que tu peux le détester en tant qu'entraîneur, puis c'est sûr, les entraîneurs changent. Là, Torch en 1990, puis Torch, tu sais, il y a 6-7 ans, puis aujourd'hui, c'est des personnes différentes, mais je peux vous dire que le nombre de choses que John Tortorella fait derrière les scènes, quand il n'y a pas de caméra, il n'aime pas ça les caméras. Il n'aime pas ça l'attention. Il déteste ça. Puis même quand il était à Columbus, il y a certaines choses que, tu sais, il appelle non-negotiable, non négociables. Puis le nombre de choses qu'il a faites pour des enfants, les animaux, c'est quelque chose qui prend dans la tête, mais qui, tu sais, l'équipe disait, hey, ce serait du bon content pour mettre sur nos réseaux sociaux. Puis Torch, il disait, tu m'emmènes une caméra, je le fais pas. Et carrément. Il veut rien savoir de la publicité vers lui. Puis l'autre chose qui était le fun avec Torch, c'est tu te rends pas compte, quand on allait sur la route, ça dérange pas quelle ville où qu'on était. Puis tu sais, c'était les années où on avait Panarin, Bobrovsky, tu sais, Matt Duchesne, Dubois et compagnie. Seth Jones, Zach Werenski. Tu débarquais de l'autobus, les chasseurs d'autographes puis tout ça, ils s'en sacraient tous des joueurs. C'était Torch! Torch traversait la rue, qu'on soit à Boston, à New York. Torch! C'était vraiment là, le héros. Puis lui, il a eu ça. Fait que, puis il s'en allait, puis il se cachait. Puis, c'était tellement drôle de voir comment les gens vraiment l'apprécient. Mais c'est sûr que s'il y a certains joueurs qui n'aiment pas un gars, le négatif va tout le temps être plus puissant que le positif. Mais je te dis, comparé à un gars comme Mike Babcock où tu entends 90 mauvaises histoires et puis une bonne histoire, dans le cas de Torch, c'est plus 50-50, mais le nombre de gars qui aimaient ça jouer pour Torch, c'était vraiment incroyable. Mais je vous dis, même à Columbus, quand il est parti, il s'est pas fait mettre dehors, c'est lui qui voulait partir, puis il est parti un an plus tard qu'il aurait dû partir parce qu'il était prêt à s'en aller. Puis les gars, ils ont dit « Torch, donne-nous une autre année. Une autre année, s'il vous plaît. » Puis il est resté cette année-là. Puis je m'en souviens, après cette saison, les gars savaient que c'était fini pour lui à Columbus. Puis lui, il aime ça. Il a acheté une ferme. Puis il aime ça aller à sa ferme puis travailler. Puis les gars, ils ont acheté un méchant gros tracteur de 250 000 $, je pense. C'est juste pour te donner le nombre de comment que les gars ont vraiment apprécié ce qu'il a fait, non seulement pour l'équipe, mais pour leur carrière individuellement. Tu regardes tous les joueurs qui ont joué pour lui, on dirait qu'ils sont devenus le meilleur. Ben, pas tous, mais genre 90% sont vraiment devenus des beaucoup meilleurs joueurs après leur parcours avec John Tortorella qu'avant. Wow. Ça, c'est des propos que j'aime de Torch parce que moi, je suis l'un de ceux qui apprécie Torch malgré ce qu'on a pu voir cette année avec les journalistes et tout ça. Là. C'est un type que j'apprécie énormément. Puis là... Puis ce que tu vois, Jeff, sans t'interrompre, ce que tu vois de Torch en public, c'est pour enlever l'attention sur certains joueurs. Tu sais, si tu arrivais dans une conférence de presse puis il disait « Là, ce qui se passe avec Werenski ou avec Panarin, puis il dit « Stupide question. Maudit que t'es niaiseux. » Puis il s'en allait sur ça, c'est une façon de protéger ses joueurs.
Puis, tu sais, en tant que joueur, c'est ça que tu veux un entraîneur qui va te protéger. Ouais. Tu sais, c'est facile pour un entraîneur de dire, ah, lui, là, sérieusement, parle-moi pas de lui, il est pourri, blablabla. Bla, bla, bla. Torts, il va le faire, mais ça, c'est si c'est genre son 7e avertissement. S'il parle à un joueur, je te protège, mais à un moment donné, il faut que tu me donnes quelque chose. C'est là qu'il va dire, OK, je vais le blaster sur la place publique, mais toutes les tantrums et niaiseries que Torts fait, c'est pour défendre ses joueurs. Il chiffre l'attention de « J'allais te demander de Mitch Marner, puis là, hey, 5 crèmes, tout le monde va parler de Torts qui pète les coches, mais on oublie complètement Mitch Marner, puis on oublie complètement Carter Hart parce qu'ils viennent de péter les plombs, puis on parle de perdre des choix au repêchage, des affaires. Ça, c'est la mentalité de Torts. Smart guy. C'est ça qui fait ça. Ouais, tu sais, quand on le sait pas, puis là, on le sait, mais on a une vision différente de Torts pour ceux qui l'aiment moins. Puis là, je reviens à ma fameuse deuxième question, Jean-Luc. Tu l'as dit, choix de 7e tour, 179e au total en 95 par les Blues. Là, tu commençais à y croire, comme tu as mentionné, vers 17 ans. Comment tu as poussé la machine pour atteindre ton objectif de la NHL? Parce que tu es un choix lointain. Le pourcentage est très minime quand tu es un choix de 7e tour qui atteint la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que tu as fait pour réussir à te tailler un poste? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé ma mentalité un peu, puis sérieusement, deux entraîneurs qui m'ont vraiment aidé, je dirais, c'est quand je suis arrivé à Val-d'Or, on a eu, maudit. Tu as eu Richard Martel. Richard Martel au début, puis Richard était correct, il poussait, mais il poussait pas nécessairement les bons boutons, mais Norman Flynn, une fois qu'il est arrivé, il m'a assis dans le bureau, puis il dit, Jean-Luc, il dit, t'es quoi? Puis j'ai dit, je suis un défenseur. Il dit, ouais, mais t'es quoi? Il dit, tu sais, tu fais une bonne passe, oui, tu joues sur le power play, puis ouais, mais tu sais, c'est la Ligue junior majeure du Québec. Il dit, tu regardes la Ligue nationale, ben dans le temps, il y a plus de gars de la Ligue junior majeure du Québec, mais il dit, si tu veux vraiment sortir, là, il dit, tu sais, ouvrez des yeux, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse? Puis, moi, j'avais aucune idée. Écoute, tu as 17 ans, t'es niaiseux, puis t'es pas aussi bien entouré que les joueurs à cette heure. Il dit, faut que tu sois plus cochon. Puis là, je dis, plus cochon, de quoi tu parles? Il dit, en avant du net, cross-check dans le dos, s'il faut que tu te battes, va te battre, ça ne dérange pas, faut que tu ouvres des yeux. Puis ça a cliqué immédiatement avec moi. Puis, tu sais, j'aurais pu prendre son avis, puis ça, c'est l'autre chose. Tu sais, les jeunes, quand tu es jeune, des fois, tu penses que tu sais tout. Puis quand tu es jeune, des fois, tu es plus réceptif à des commentaires. Puis la façon que Norman Flynn m'a comme parlé, pour moi, je me dis, je comprends de quoi il parle. Puis j'ai comme changé complètement mon tempérament immédiatement. Puis c'est là que j'ai commencé à voir, d'un coup, tu joues plus cochon, tu as plus de place à la glace, tu as plus de temps pour faire des jeux, ton équipe est plus respectée, tu es plus respecté. Puis c'est vraiment là que la switch a vraiment changé pour moi parce que, écoute, pour se rendre à Ligue nationale, tout le monde patine bien, tout le monde lance la rondelle fort, tout le monde peut faire des passes, mais tu sais, c'est quoi le hit factor? Qu'est-ce qui peut te différencier du gars à côté de toi? Puis pour moi, c'était ça. Puis tu sais, c'est peut-être pour ça que je me suis pas fait inviter au Combine à 17 ans. Puis c'est peut-être pour ça que je me suis fait repêcher un petit peu plus tard parce qu'il y avait un petit peu d'incertitude de ce que j'allais faire. Mais mon année de 18 ans, là, tout a changé. Puis tu sais, je dirais Norman Flynn, c'est vraiment le gars qui a vraiment changé ma trajectoire à un jeune âge. Excuse-moi. On sait que je tabasse sur... Non, vas-y, Joe. C'est lui le fameux coach qui t'a dit de changer ton style de jeu. J'avais lu ça quelque part. Là. Ouais. Un coach qui t'avait dit d'être plus mean, plus tough, plus physique. Ouais. Fait que c'est Norman Flynn. C'est Norman Flynn. Puis je vais te dire, gars, je m'en souviens, ma première année dans la Ligue américaine, je me souviens d'avoir vu un match hors concours. J'étais là, 5 ans, ça bouge pas mal plus vite que le junior, ça. Puis, tu sais, évidemment, moi, j'avais un contrat à 2 volets, ce qu'on appelle. Fait que je savais que j'allais dans la Ligue américaine ou dans la East Coast, qu'ils appellent. Puis, je m'en souviens, mon premier match hors concours, on a joué à Toronto.
contre Toronto. Puis je me souviens, je frappais tout ce qui bougeait. Puis, tu sais, c'était un match hors groupe, c'était pas un match des recrues, là. Puis, je me souviens, il y a un vétéran à l'autre bord qui m'a regardé, puis j'ai pas hésité, je me suis battu immédiatement. Je me souviens, ma première année dans la Ligue américaine, j'ai eu en haut de 200 minutes de punition. Puis, finalement, les gars à Buffalo, je me souviens, Don Luce, c'était le gars qui regardait ce qui se passait en organisation. Il est venu me voir une couple de fois à Rochester, puis il dit « Hey, le gros, c'est correct, on t'a pas repêché pour être un bagarreur. Là. » Il dit « On comprend, tu vas ouvrir des yeux, mais t'as signé, t'es avec nous autres, joue au hockey un peu plus. » Puis là, j'ai changé un petit peu plus. Mais ce que Norman Flynn m'a dit à 17-18 ans, je le savais encore à 20 ans. Puis j'étais là, un nouveau niveau, on va ouvrir d'autres yeux. Fait que c'est comme ça que je jouais. Mais c'était vraiment, comme je te dis, t'es jeune, tu penses que tu sais tout, jusqu'à temps que quelqu'un t'assoie et te dise si tu veux vraiment avoir du succès. Puis c'est vraiment, est-ce que tu es prêt à l'écouter, oui ou non? Wow, ben c'est fascinant parce que justement, tu sais, des fois, c'est ça prend du monde qui appuie sur ses bons boutons, mais après ça, tu en as fait quelque chose de, on va dire, régulier, de jeter les mitaines. Tu t'es battu à plusieurs reprises durant ta carrière, puis pas des petits clients, on va s'entendre. Là. Tu t'es déjà battu avec Scott Parker. Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai quelques anecdotes là-dessus. Je m'en souviens, mon père, il m'a tout le temps dit « Pars jamais une bataille ». Il dit « Ça ne dérange pas ce qui se passe, pars jamais une bataille. » Il dit « Ça va pas bien aller. » Fait que ça, c'est une des choses que je l'ai écouté la plupart du temps, mais je vais te dire, la plupart des temps que c'est moi qui ai parti une bataille, ça n'a pas bien fini pour moi. Fait que j'ai pris encore un conseil de mon père. Mais l'autre chose, c'est une fois que si tu es un joueur physique, évidemment, à cette heure, c'est différent, mais tu sais, début des années 2000, fin 90, tu sais, si tu allais être un joueur physique, il fallait que tu répondes au fameux code, fait que ça arrivait plus souvent. Puis s'il y a quelqu'un qui, comment qu'on dirait, j'aime pas ça le trouble, hors glace, ça c'est sûr, mais ça à glace, si quelqu'un cherchait le trouble, j'allais répondre. Parce qu'une fois que tu dis non, ou tu te caches, ou tu fais, je sais pas comment on appelle ça, le turtle, là. Ouais. Ça fait mal à l'ego, puis ça fait mal à ta réputation. Fait que c'est tout le temps quelque chose que je cherchais pas le trouble nécessairement, mais s'il y avait un coéquipier qui était dans la marde, ou ben non, c'est moi qu'il fallait qu'il réponde à quelque chose, j'ai jamais eu froid aux yeux de répondre aux attentes. Fait que c'est pas quelque chose qu'un entraîneur au niveau professionnel dit là, il faut que tu ailles te battre. C'était simplement moi. Puis écoute, ma première saison, je m'en souviens, il y avait un gars, il s'appelait Dennis Bonvie, puis il jouait avec Georges Larac. Puis, tu sais, Georges, pour moi, on est tellement proches. Puis, je me souviens, ma première saison, je pense que je me suis battu avec Dennis Bonvie 7 ou 8 fois, parce qu'on jouait contre Hamilton 10 fois. Puis, finalement, Georges, il dit à Dennis Bonvie, il dit arrête, là. Il dit c'est assez. Puis, je dirais 70% des fois, c'est moi qui tapais sa gueule pas mal. Puis, Bonvie n'a pas de l'air trop bien après. Puis finalement, ma deuxième saison, mais ça, c'est vraiment incroyable. Ma deuxième saison, j'étais en train de me réchauffer. J'étais au beau vers la ligne rouge, juste en train de me réchauffer tranquillement. Puis Dennis Bonvie vient me voir. Il dit « Hey, what's up? » Puis là, je dis « Bon, on va se battre encore cette année. » Puis il me regarde et il dit « Hey, le gros, pas de bataille à soir. T'as gagné mon respect. » Je me suis jamais battu avec Dennis Bonvie le reste de ma carrière. Fait que c'est juste pour te dire... Des fois, tu réponds aux attentes, puis là, tu vas avoir la paix. Ça, c'est l'exemple parfait pour moi parce que Dennis Bonvie puis moi, à cette heure, après, on ne s'est jamais battu, on ne s'est jamais regardé croche. Puis Hamilton puis Rochester, c'est une grosse rivalité dans le temps. J'ai une autre question par rapport aux bagarres parce que c'est quand même ironique parce que tu as été coéquipier de Matthew Barnaby à un moment donné dans ta carrière. Je pense que c'est à Buffalo. Ouais. Plus tard dans ta carrière, tu t'es battu avec. Comment c'est arrivé? Bon, Barney, lui, il est différent. Lui, c'est simplement que Barnaby est différent. Ça ne dérange pas. Si tu es son frère, son chum, s'il pense que c'est le bon temps pour se battre, il va se battre. Écoute, moi, je l'ai vu se battre avec Rob Ray à Buffalo quand les deux étaient dans la même équipe, se sont battus dans l'autobus. Bang, bang, bang. Puis j'étais là, qu'est-ce que vous faites? Fait que Barnaby est un peu différent. Mais écoute, Matthew Barnaby, c'est un gars qui m'a pris sous ses ailes quand je suis arrivé à Buffalo. Je m'en souviens, on faisait les camps d'été
On s'entraînait là, puis il m'invitait chez eux pour aller souper, puis il m'aidait hors glace, sur la glace. Fait que j'ai tellement de respect pour lui. Fait que le fait qu'on se soit battu quand il était avec les Rangers, puis j'étais à Columbus, c'était simplement Matthew Barnaby qui est Matthew Barnaby. Fait que, tu sais, ça, c'est un des gars rares, tu peux dire, là, que ça dérange pas. Il serait prêt à taper sa gueule à sa mère s'il fallait, si elle joue au hockey. Parce que lui, là, une fois qu'il a son casque sur la tête, là, c'était pas la même personne sur la glace que hors glace. Le Mamba mentality. Prêt à tout pour gagner. Prêt à tout. Ouais. Wow. Fait que c'est ça, au cours de ta carrière, tu t'es battu à maintes reprises, puis t'as-tu subi des grosses commotions cérébrales, Jean-Luc, pendant ta carrière? Non, pas vraiment. Pas de bataille, jamais de bataille. Okay. La plus grosse commotion cérébrale que j'ai eue, c'était à Saint-Louis. Je m'en souviendrai, j'oublierai jamais celle-là. On jouait à Saint-Louis, puis à Saint-Louis, on se faisait tout le temps planter avec les Blue Jackets. Ça allait pas bien, puis c'était les années de Ketchuk, McInnes, Pronger. C'était Doug Waite, puis il était fort. Puis je m'en souviens tout le temps. Te souviens-tu de Dallas Drake? Oh oui! Il était petit, mais il était compact. Je m'en souviens, à un moment donné, je ramasse la rondelle en arrière du filet, on gagne la mise en jeu, puis je fais le tour du filet, puis Dallas Drake, il monte d'en haut, puis en ligne droite, puis c'était avant les punitions pour plus que 3 steps, là, il s'en est à pleine vitesse, puis il m'a ramassé même bien comme il faut. Puis je l'ai comme contre-frappé, parce que c'était open ice. Puis il est tombé, puis il est sorti, puis moi j'ai continué, puis je finis mon chiffre, je m'en vais sur le banc, mais je me sens tout croche. Mais là, je suis en train de jouer une bonne game, on a comme changé le momentum parce que Drake est blessé, etc. Fait que là, peut-être 3-4 minutes plus tard, on a un face-off en zone défensive, puis je te mens pas, je suis contre la bande de même, puis Keith Tkachuk, il me regarde, il dit « Tabarouette! » Il dit « Comment tu fais pour être encore debout? » Il dit « Drakey est dans le couloir en train de vomir, il est tout croche. » Parce que la collision était tellement violente. Puis moi, tu sais, évidemment, l'orgueil, tu sais, body language, qu'il appelle. Non, je me sens bien, je suis correct. Fait que là, on gagne le face-off encore, je ramasse la rondelle, je monte, puis je suis en zone neutre, puis les gars, l'aréna commence à tourner autour de moi. Oh shit. Puis ça tourne, puis j'entends, tu sais, le son, là, dans mon cerveau. Tout est croche, puis je prends la rondelle, puis je m'en débarrasse, je mets ça dans le coin. Je m'en vais au banc directement. Puis Dave King, c'est un entraîneur, puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « De quoi tu parles? » Il dit « Tu patines, tu passes au travers de tout le monde, tu es sur un 3 contre 1, puis tu te débarrasses de la rondelle. » J'ai dit, j'ai aucune idée de ce qui se passe, je me sens pas bien, puis je commence à vomir moi-même. Puis j'étais complètement out. Fait que, évidemment, je suis sorti du match, puis j'étais dans la douche en train de vomir. J'étais une commotion là, solide, là, mais ça, c'est vraiment la seule que je peux me rappeler qui m'a vraiment affecté. À part de ça, sérieusement, j'ai été quand même assez chanceux. J'ai jamais eu vraiment une grosse blessure au cerveau qui m'a affecté. Fait que... Mais celle-là, m'en souvenir pour le reste de ma vie. Seigneur, ben c'est déjà bon que tu t'en souviennes avec un hit comme ça. C'est crème, ouais. Je voulais savoir que saison 2003-2004, ça a été, en tout cas, d'un point de vue hockeyeur, j'imagine, ça a été assez mouvementé. Tu as fait 3 équipes dans la Ligue nationale. Je pense que tu as été transigé pour des considérations futures. Tu as passé aux waivers. Comment tu as vécu tout ça? C'était-tu un choc sur l'orgueil un peu ou pas vraiment? C'était un choc sur l'orgueil, oui. J'ai eu une blessure en 2002-2003, la saison d'avant. Je me suis cassé l'œil, je me suis cassé l'orbite de l'œil. Puis, ce qui est arrivé, c'est on jouait contre Saint-Louis encore. Non, on jouait contre Los Angeles à Columbus. Puis, il y a un gars qui était en échappé, puis j'essayais de le rattraper. Puis, j'ai comme plongé en arrière pour enlever la rondelle sans l'accrocher. Ça a fonctionné, mais le derrière de sa botte m'a frappé juste en dessous de l'œil avec la lame. Puis, tu
sais, je me suis pas coupé. La lame m'a pas frappé. C'est le derrière de la botte qui m'a frappé. Puis j'ai comme senti quelque chose. Puis tout de suite après le match, on s'en allait de Columbus à Saint-Louis. Puis je me souviendrai toujours, dans l'avion, mon œil a vraiment enflé. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Puis après, le lendemain matin, on n'a pas pratiqué. Puis le soir, on jouait. Puis ce soir-là, ce soir-là, je joue. Je me suis battu avec, Barrett Jackman. Oui. Puis, il m'a frappé. Quand je te dis, tu sais, quelque chose, c'était même pas un coup de poing, là, c'était vraiment un jab. Puis immédiatement, j'ai senti, ça a pété, là, pour de bon. Puis après ça, je me suis fait opérer, etc. Mais j'avais comme une vision double, même après l'opération, qui n'est jamais vraiment partie. Puis une fois qu'elle est partie, à chaque fois qu'il y avait un impact tu sais, ça ne dérange pas si c'est moi qui frappais quelqu'un, moi, quelqu'un qui me frappait, ça revenait. Puis j'avais une vision double. Fait que c'est là que j'ai commencé à jouer avec une visière pour me protéger. Puis j'ai jamais été... Tu sais, c'est dur quand tu as un rôle, puis tu te dis tu peux pas... Tu sais, tu peux plus vraiment te battre parce que tu es à un coup de poing que ta carrière est finie. Tu peux vraiment pas frapper parce que à chaque fois que tu fais frapper, tout est tout croche. Puis, je sais pas si tu sais, jouer au hockey quand tu vois 2 rondelles, là, c'est pas le fun, hein? Fait que c'est là que ça a vraiment commencé à descendre. Puis c'est là que je me suis fait échanger. Puis après ça, évidemment, il y a eu le lockout. J'étais allé en Europe. Puis en Europe, tu n'as pas besoin de te soucier de bataille ou de jouer avec une visière parce que tu es obligé de jouer avec une visière là-bas. Fait que c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Fait que c'était malheureusement à la fin, mais c'était comme une blessure qui a comme enlevé une grosse partie de mon jeu que je ne pouvais plus compléter au niveau de la Ligue nationale. OK, donc c'est cette blessure-là, parce que c'était l'une de mes questions. Qu'est-ce qui t'avait poussé vers l'Europe? Parce que tu avais quand même une carrière honnête au niveau de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Tu t'étais installé comme régulier, puis à un moment donné, oups, tu t'en vas en Europe. Fait que merci de l'explication. Je n'ai pas besoin de poser cette question-là. Mais on parle de souvenirs. Le 12 octobre 2002, je ne sais pas si tu as une bonne mémoire, c'est la fois où tu as déculotté Scott Stevens puis tu as scoré top cheese contre Martin Brodeur. Ouais. Ça, c'est assez fou, là, déculotter Scott Stevens, qui est une icône au niveau robustesse défensif, puis tu scores ça contre Brodeur. On a vu le talent que tu avais, là. Ouais, ben écoute, tu sais, une fois de temps en temps, t'es chanceux, mais non, écoute, comme je te dis, au niveau de la Ligue nationale, tu sais, tout le monde a du talent. Tu sais, il n'y a aucun doute. Puis, tu sais, des fois, là, je patine, je vais patiner l'été, que ce soit aujourd'hui ou même dans le temps. Puis tu vois des gars qui jouent au niveau collégial. Puis, tu sais, si tu t'en vas au Centre Bell, pas au Centre Bell, à l'aréna pratique du Canadien de Montréal, puis tu vois un paquet de gars juniors majeurs, un paquet de gars de la Ligue nationale, puis NCAA, puis sont juste en train de jouer 5 contre 5, je te le dis, aujourd'hui, tu ne seras pas capable de dire c'est qui est dans la Ligue nationale, qui est dans le junior, qui est dans le NCAA, à part de leur âge, parce que le niveau de patin, lancer, etc., c'est toute la même chose. C'est vraiment la grosse différence, c'est ce qui est entre les deux oreilles, puis comprendre le jeu. Fait que ce but-là, il est quand même... Ce qui est spécial avec ce but-là, c'est que avant le match, j'ai demandé à Dave King si je pouvais laisser l'équipe après le match à New Jersey parce que mon père il venait d'être diagnostiqué avec le cancer, puis il y avait une comment on appelle ça? Une opération le lendemain. Fait que ce match-là, je m'en souviens encore, on était à New Jersey, puis avant le match, j'ai dit à mon père, hey, je vais être là pour ton... Je vais être là pour ton opération. Puis mon père dit ah non, inquiète-toi pas, je vais regarder le match à soir, blablabla. Fait que ce match-là, ce but-là, ouais, c'était le fun, mais ce qui est encore plus spécial, c'est que je me souviens, après l'opération, mon père, il s'est réveillé, puis la première chose qu'il m'a dit, c'est il dit j'ai vu le match, méchant beau but. Fait que ce but-là, je m'en souviens. Oui, à cause du but, tu déculottes Scott Stevens puis tu comptes sur Martin Brodeur, mais le plus important pour moi, c'était émotionnellement, c'était quelque chose que
mon père, il passait évidemment au travers de quelque chose de très difficile. Puis le fait que la première chose qu'il m'a dit quand il s'est réveillé de son opération, c'est ça, c'était vraiment spécial. Fait que c'est pour ça que je me souviendrai toujours de ce but-là. Mais je pense que c'est plus à cause de mon père qu'à cause de Martin. Aucune offense à Martin Brodeur puis Scott Stevens, mais pour moi, c'est encore plus spécial à cause de ça. Je vais faire un bond sur ta question, Jeff, parce qu'une couple d'années plus tard, après ton départ en Europe, tu as tenté un retour en Amérique du Nord durant un an dans l'organisation des Devils du New Jersey. C'était-tu dans l'optique de revenir dans la Ligue nationale ou juste de revenir comme en Amérique du Nord? Non, pas tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Sérieusement, j'ai signé au New Jersey cette saison-là. J'avais un contrat pour retourner en Europe. Puis, ça a l'air niaiseux. Ma femme puis moi, on venait de vendre notre maison. On construisait une nouvelle maison ici à Columbus. Puis, tu sais, c'était comme la maison dont on dit, là, ça va être là qu'on va être là pour le reste de nos jours. Mais évidemment, pendant la construction, être en Europe, puis ma femme prendre l'avion chaque 2 semaines pour aller voir ce qui se passe pour faire des sélections, c'était pas évident parce que notre maison se faisait construire pendant la saison. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de signer en Amérique du Nord juste pour une saison, juste pour que ça soit plus facile d'avoir un œil sur ce qui se passait avec la maison. C'est pour ça que je suis venu un an puis je suis reparti tout de suite après. Fait que ça n'avait rien à voir avec vouloir faire un retour ou quelque chose de même. Puis, c'était simplement une question de logistique. C'était plus facile pour nous autres de faire ça. Ben, je suis content que tu parles de ça parce que c'est souvent des petits détails que les gens, nous autres, on ne comprend pas. Ben, tu checkes ça sur ta feuille d'HockeyDB. Pourquoi il a juste joué un an et il est reparti? Ben là, tu as une explication derrière la chose. Puis c'est une explication humaine et non comme hockey. Fait que c'est... Moi, ça me fascine des histoires comme ça. Non, c'était une décision complètement humaine. Puis écoute, j'ai été chanceux d'être capable de vivre en Europe. Avec ma famille, mes enfants sont allés à l'école en Finlande, en Suède, en Allemagne. Fait que c'était une belle expérience familiale, mais encore le retour en Amérique du Nord était simplement une question familiale encore. Puis c'est, comme tu dis, Kev, tout le monde pense pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais ils ne savent pas toute l'histoire. Fait que là, tu sais. Une autre histoire qu'on ne sait pas, qu'on peut se douter. Après ta carrière, tu l'as dit, vous avez bâti votre maison de rêve, vous êtes installé à Columbus. Mais c'est quoi l'attachement que tu as à Columbus? Est-ce que ta femme vient de là? Est-ce que c'est parce que tu as vraiment aimé la ville? Pourquoi aujourd'hui tu vis à Columbus? J'ai vraiment aimé la ville. Tu grandis à Montréal, tu grandis à Laval, c'est une grosse ville. Il y a du trafic, il y a du monde partout. Puis, c'est le fun, mais moi, j'aime pas ça. La densité. Tu sais, ma ville la moins préférée aux États-Unis, ma femme adore ça, j'ai ça aller là, c'est New York. Je vais à New York puis je capote, je veux rien savoir, je reste dans ma chambre d'hôtel, j'aime pas ça. J'aime pas... ça va partir... C'est pas que j'aime pas le public, j'aime pas ça être dans un environnement avec beaucoup de monde. Tu comprends-tu? Absolument. Fait que, tu sais, à Columbus, tu sais, oui, au centre-ville, il y a bien du monde, mais tu sais, quand tu es dans les banlieues, tu sais, c'est tranquille. Ma femme vient de Cleveland, fait que c'était pas quelque chose que je me dis, il faut que je reste à Columbus. Écoute, quand je me suis fait échanger à Columbus en 2000, j'aurais jamais pensé que je vivrais là pour le reste de ma ville, mais une fois que tu es ici, c'est vraiment une belle ville, man. Tu sais, t'as tout, puis t'as pas les désavantages d'une grosse ville nécessairement. Fait que c'est, tu sais, il y a un paquet de joueurs qui commencent à prendre leur retraite qui sont ici, tu sais, comme Cam Atkinson, il habite ici à temps plein. Nick Foligno, il n'a pas encore pris sa retraite, mais il a déjà construit sa grosse maison. C'est ici qu'il va garder sa maison principale. Freddie Modine, il est ici également. Tu sais, il y a un paquet d'anciens joueurs. Tu sais, Rick Nash, il habite encore ici, puis c'est pas parce qu'il travaille avec l'organisation, il habitait encore ici dès qu'il a pris sa retraite. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à comprendre les avantages de Columbus, puis pour moi, c'est une des choses que j'ai tout le temps adoré. La ville, simplement parce que le climat est quand même assez bon, puis le coût de la vie est bon, puis tu sais, le point de vue trafic, puis ça, t'as pas de niaiserie de même. Fait que c'est pour ça. Tu me parles, tu as parlé de Rick Nash, justement, tu l'as côtoyé, tu as été son coéquipier très jeune dans sa carrière, c'était un premier show total, les Blue Jackets, c'était pas l'équipe la plus
successful, je ne sais pas comment le traduire en français, mais Ouais. à ce moment-là, comment ça s'est passé son arrivée avec l'équipe, parce que c'était une superstar très tôt dans sa carrière. Hein? Rick Nash, c'est un gars, j'essaie de penser comme Nick Suzuki. C'est un gars, tranquille, pas flashy. Tu peux voir que c'est un gagnant, tu peux voir que c'est un gars, un talent élite, mais c'est un gars qui, il aime pas le bruit, il aime pas l'attention. Puis, c'était... Quand il est arrivé, c'était la même chose. Rick Nash, il est rendu à 39 ans ou 40 ans. Puis Rick Nash, à 18 ans, c'est la même personne encore. C'est vraiment un gars qui fait pas de bruit, qui fait sa petite affaire, puis il s'en va chez eux. Fait que quand il est arrivé, c'était impressionnant de voir ce qu'il était capable de faire sur la glace. Mais comme je te disais, Matthew Barnaby, Rick Nash sur la glace, puis Rick Nash hors glace, c'est deux personnalités complètement différentes. Tu vois la superstar, le gars qui prenait un match, puis il mettait l'équipe sur son dos, puis tu t'en vas dans l'autobus après, puis Rick, il est juste Rick. OK, on joue aux cartes. Puis tu es super tranquille, il est pas cocky, encore. Son arrivée a été grosse pour l'organisation. C'est dommage qu'il soit parti, mais je peux vous dire que sa réputation, puis autour de Columbus, c'est sûr que Rick Nash ne sera jamais oublié. Puis tu as parlé d'un autre joueur. Moi, je suis fan de gars qui sont de grands leaders, qui sont des grinders. Je veux te parler de Nick Foligno. Tu l'as côtoyé comme analyste des Blue Jackets. Quel type de leader c'est Nick Foligno? Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs leaders de la Ligue nationale de hockey. Nick Foligno, quand il est arrivé, lui et Torts, ils n'étaient pas super amis. Puis je pense que Torts, tu parles d'un gars qui est devenu un gros leader après l'impact de John Tortorella sur lui. Nick Foligno, c'est un exemple parfait. Torts l'avait challengé publiquement. Je pense pas que ce soit un bon capitaine, Nick Foligno. Puis Foligno est allé voir Torts, il dit de quoi tu parles? Puis c'est ça, Torts, il aime ça quand tu le challenges. Puis Torts, il dit... Puis il a dit à Torts, puis il me l'a dit, Nick, il dit « What the fuck are you talking about? I'm not... » Puis Torts, il dit « Prouve-moi que tu es un bon capitaine. » Puis c'est là que Nick Foligno a vraiment take off. Point de vue de leadership, c'est là qu'il est devenu un vrai capitaine. Fait que... Mais encore, son impact sur Columbus, il a été très, très bon. Puis c'est un gars encore qui appelle Columbus à la maison, malgré le fait qu'il retourne au Minnesota la saison prochaine. Il adore ça, être à Columbus également. Tu parles de coach qui challenge. Oh, on a perdu Jean-Luc. Ah, il a peut-être accroché un piton, Kev. Bon, on va attendre son retour. Il reste une couple de minutes à passer avec lui. Mais sérieux, fascinant. À date, vraiment, ça passe vite. C'est fou, là. Non, c'est plus que fascinant, Kev, parce que honnêtement, on a presque une heure de fête avec Jean-Luc. Puis j'ai du matériel pour une autre heure, mais Jean-Luc doit nous quitter dans 15 minutes à peu près. Fait que je suis là, puis je filtre mes questions. OK, ça, je vais l'enlever. Ça, je vais la garder parce que je trouve ça important. Fait que c'est quand même assez fou, là, cette entrevue-là. Je suis vraiment content qu'on l'ait amené ici, chez les meneurs. Oui, moi aussi, sérieusement. Puis c'est ça. On va attendre qu'il revienne. Puis j'ai encore une couple de questions pour lui. C'est pas fini, parce que je m'en allais à quelque part. Tu sais, on parlait de coach. Je vais peut-être qu'il parlait d'un certain Bob Hartley qui a eu comme coach à Atlanta. Tu sais, on l'aime beaucoup, le bon vieux Bob. Fait que je pense que ça va être intéressant tu sais, on le connaît comme analyste, on le connaît un peu comme coach, mais je veux savoir c'est quoi l'être humain de Bob Hartley, tu sais, même si ça fait 20 ans et des poussières. Oui, mais il y a plusieurs choses qui fait longtemps parce que Jean-Luc a quand même 49 ans, donc on recule loin dans le passé. Ouais. Puis moi, j'ai vécu tout ça parce que je suis plus proche de l'âge à Jean-Luc que la tienne. Mais il a joué avec un joueur, je te le dis, Kev, là, l'un de mes joueurs favoris à cette époque-là. Tu sais quel genre de joueur j'aime, là, tu sais. Ouais. Mike Peca. Il a joué avec Mike Peca, puis c'est un capitaine que j'aimais beaucoup. Je le draftais toujours quand je jouais à NHL. Fait que je veux y parler de Mike Peca quand que Jean-Luc va revenir. J'ai renvoyé le lien, ou peut-être qu'il a perdu son Internet tout simplement. Tu sais, des choses qui peuvent arriver à Columbus, là, tu sais. Je suis content qu'il ait parlé en bien de Columbus, parce que, tu sais, on dirait que les gens ont tendance à le voir négativement, mais tu sais, faut pas oublier que chaque individu est différent. Il y en a qui aiment ça, le spotlight, comme Montréal, comme Toronto, etc. Puis il y a d'autres personnes qui préfèrent l'anonymat de Winnipeg, de Columbus, ce genre d'environnement-là, où c'est plus tranquille, loin des médias, où c'est d'autres sports qui sont mis en valeur comme
le baseball, le basket et compagnie. Là. Oui, exactement. Je viens de renvoyer, je suis d'accord avec tes propos, Kev, concernant Columbus. J'ai renvoyé le lien à Jean-Pierre. À Jean-Luc Grand-Pierre, pas à Jean-Pierre. Excuse, Jean-Luc Grand-Pierre, je t'ai mêlé dans ses noms, tu sais. Oui, mais c'est ça. On a hâte de jaser de ça. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de bons coéquipiers qu'on connaît bien ici au Québec. Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, Roberto Luongo, Martin Biron, Marc Denis et j'en passe. Fait que non, c'est vraiment un beau parcours. Et il est de retour! Hey, excusez-moi. Non, je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle un shutdown. Un shutdown. Je ne suis pas chez nous, je suis à mon bureau, puis il y a une espèce de. Il fait tellement chaud ici. On a des shutdowns une fois de temps en temps. C'est genre 5 secondes, puis il faut tout repartir. Bon, pas de problème. On a discuté pendant ce temps-là, puis je ne sais pas sur qu'est-ce que tu avais fini, Jean-Luc. T'en souviens-tu, Kev? Nick Foligno. Oui, c'est ça. Nick Foligno, ouais. Vas-y, Jeff. Bon, ben parfait. On parlait de Nick Foligno. Moi, je suis un fan, je le répète, de grand capitaine. Tu as joué avec l'un de mes joueurs favoris à Buffalo. Je le draftais toujours à NHL. C'était toujours mon capitaine. Il s'appelle Mike Peca. Quel type d'individu, d'être humain il était, Mike Peca? Parce que c'est un gars qui n'était pas un gros gabarit, mais qui était quand même physique, qui était respecté, c'était un compétiteur. Quel genre de personne c'était ou c'est Mike Peca? Super tranquille. C'est un autre gars c'était pas un gars qui allait dans la chambre puis pétait un bâton puis il disait ah ouais, réveille. Ben, c'était un leader, par exemple. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'essaie encore de comprendre comment il frappait aussi fort parce que je vais vous dire, tu débarquais de l'avion puis tu le regardais, lui, il avait de l'air de ce qu'on appelle, il avait de l'air de l'avocat de l'équipe. Tu sais, parce qu'il y a des lunettes, là, il les avait même dans le temps, il mettait des contacts, puis il sortait tout le temps avec ses petites lunettes, puis il était 135 livres tout trempe, le gros, mais 5 crèmes, il frappait tellement fort, mais tu sais, tu parles d'un gars qui était tellement respecté autour de la Ligue nationale, à cause des mises en échec fracassantes, mais tu regardes son gabarit, il était tout petit, puis il se faisait jamais frapper également. Exact. Mais c'était vraiment... écoute, l'année qu'on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 99, ouais, je me souviens, tu sais, Mike Peca, il avait été incroyable, mais tu regardes une équipe qui n'avait pas de compteur. Tu sais, une équipe, là, c'était évidemment à cause de Dominique Hasek, mais tu sais, tous les matchs, là, c'était des matchs de 2-1, 1-0. Tu sais, c'était pas des matchs de 6-7 buts là, comme certaines équipes étaient capables de faire. Et c'était simplement du jeu défensif. Puis, je vais te dire, Mike Peca, point de vue d'habileté défensive, là, ça, c'est une des choses dont il n'était pas reconnu nécessairement pour son offensive, mais point de vue de joueur, d'attaquant qui peut jouer très bien les deux côtés de la patinoire, le côté défensif était vraiment, vraiment incroyable pour lui. Lui, je ne suis pas surpris qu'il soit rendu un entraîneur en Ligue nationale. Assistant, là, mais parce que lui, tu le vois, comme je te le dis, là, il a de l'air d'un avocat, puis il pensait comme un avocat également. Nice. Tu t'es retrouvé à Atlanta, comme j'ai mentionné plus tôt, sur une courte période de temps, puis c'était Bob Hartley, l'entraîneur-chef à cette époque-là, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a eu un impact sur toi, puis quel type d'individu c'est où c'était à l'époque? C'est quoi ton expérience avec lui? Quand j'étais à Atlanta avec. Tu sais, Bob, il est drôle. Tu sais, Bob et moi, on s'entend super bien à cette heure. Mais je vais te dire, puis il m'a dit l'autre jour que c'était pas ça qui est arrivé, puis j'ai dit arrête, Bob, je m'en souviens, c'est moi le joueur, t'as coaché bien des joueurs, puis j'ai pas eu autant d'entraîneurs que t'as eu de joueurs. Je vais te dire, je me souviens, fait que je m'en vais de Columbus. Puis on est parti de ma blessure. Je venais juste de revenir de ma blessure à l'œil. Fait que tu sais, t'es pas au top de ta game. Puis je me souviendrai tout le temps, Bob Hartley, je m'en vais à Atlanta. Puis je pense que premier match que j'arrive là, on joue en Caroline. Puis là, il ne faut pas oublier, Columbus jouait genre, mettons, entre 14 et 17 minutes par match. Genre top, là. Ma 3e année. J'arrive à Atlanta, on joue en Caroline. Hey, mais je suis brûlé, mais il m'a sur la glace, puis je suis à la glace, puis sur la glace, puis sur la glace.
Après le match, je regarde, hey, j'ai joué 28 minutes. Puis tu sais, 28 minutes, la façon dont on jouait, puis 28 minutes, quand tu es un gars qui joue 28 minutes, c'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Fait absolument. que, tu sais, à part, si t'es Lane Hudson, c'est différent parce qu'il joue à haute. Mais tu sais, je courais partout, frappais, bang, rentre, monte avec la rondelle. Tu sais, normalement, si tu vas jouer 28 minutes par match, tu piques tes spots. Tu sais? Mais moi, j'étais allé 28 minutes all out. Match va en prolongation. On gagne, on rentre dans l'autobus, on va dans la chambre. Il dit day off demain, les gars, day off. Moi, je rentre dans l'avion. Je suis content, day off. Il me regarde, il dit hey, Jean-Luc, tu passes à l'aréna demain matin, on va faire un peu de vidéo, je veux te montrer une couple d'affaires. Je m'en vais. Puis, tu sais, tu te sens bien, tu viens de jouer 28 minutes, je vais avoir une chance avec eux autres. Tabarouette, ils m'aiment. J'arrive à l'aréna le lendemain, puis c'est Danny Heatley. C'était Heatley, Kovalchuk, puis comment il s'appelait? Marc Savard. Ouais. Il a joué Puis un autre gars. Puis là, j'arrive là. Puis il y a Brad Larson. Puis je regarde, tous les gars qui sont blessés. Fait que là, j'arrive, je dis hey Bob, tu veux me parler? Il dit non, je dis on va aller sur la glace, puis on se parle après. Puis on va sur la glace. Bag skate. Mais bag skate, là, hey, ouais. Tu sais, c'est les gars qui sont en reconditionnement. Fait que là, on patine, le gros. Hey, je pense 50-55 minutes. Puis là, après la pratique, je suis brûlé. Je viens de jouer 30 minutes la veille. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le voir après. Je dis, Bob, vidéo? Ah, il dit, non, inquiète-toi pas avec la vidéo. Je dis, ben, c'était quoi ça? Il dit, je suis pas sûr que t'es en shape. C'est grave. Tu sais, voyons là. Hey. Fait que Bob, il était spécial. Ben, c'est un méchant entraîneur. Il me l'a dit quand il est arrivé. Quand il est là, il dit sais-tu pourquoi je suis ici? Il dit Don Waddell m'a emmené ici parce que c'était un country club. Tu aurais dû voir ça quand je suis arrivé, puis je vais changer ça. Puis il a vraiment changé l'attitude autour d'eux autres. Mais Bob, il était spécial de même. Puis, tu sais, l'autre histoire que j'adore avec Bob, c'est mon dernier match à Atlanta. Puis tu peux aller regarder. J'ai compté un but dans ce match-là, mais c'est tellement drôle. Il y a des rumeurs que je vais me faire échanger aux Rangers. OK? Fait que là, je dis, puis là, je vais me faire échanger encore. Tabarouette. Fait que là, je suis assis là. Le match commence. Je pense qu'on joue contre Toronto. Puis on se bat pour une place en série éliminatoire. Le match commence. Première période, je fais une présence. Assis le reste de la première période. Deuxième période, pas une présence. Tu sais, je touche pas à la glace. Tu sais, normalement, ça te dit que tu vas te faire échanger. T'sais. Troisième période, je défais mes patins carrément. Pas une présence. Fait que j'ai fait une présence en première période, puis that's it. Fait que là, je me dis, c'est sûr que je me fais échanger. Fait que là, le match s'en va en temps supplémentaire. À un moment donné, call un time-out. Puis là, je suis assis dans le milieu du banc, je suis à côté de Francis Lessard, puis on se parle, et puis Frank, il me dit « Ah, je suis pas mal sûr que tu vas te faire échanger. T'as pas de ça à glace en soir. » Je dis « Ah, je suis pas mal sûr de me faire échanger également. » On est assis là, mes patins sont carrément détachés. J'ai même pas une boucle, là, ça, parce que là, Saint-Crème fait 2 heures, j'ai les des pieds. Je suis assis là, il call un time-out, puis il commence à parler, puis tu sais, écoute, c'est sûr. C'était Jeff Kev, vous avez joué au hockey? Oui. OK. T'es dans une situation de même, puis le huddle, puis il parle. Tu vas-tu vraiment écouter ce qui se passe? Tu sais que tu s'en vas pas sur la glace. Là. Ouais. Fait que je suis assis là, puis là, à un moment donné, il entend Bob. Il est où Jean-Luc? Ah, je suis là. Il dit, il regarde le goaler, c'était Passy Numinen ou je sais pas quoi. Il dit, tu sors. Il dit, Jean-Luc, il dit, goalie sort, tu rentres, puis tu t'en vas en avant du filet. Je dis, voyons, je commence, j'attache mes patins. Francis Lessard, on a joué ensemble à Val-d'Or, il est crampé. Fait que là, on gagne le face-off, puis Kovalchuk ramasse la rondelle, gardien rentre, moi je m'en vais, j'embarque sur la glace, puis Kovalchuk lance, je ramasse le retour, je compte. On gagne, le lendemain, zoink. Je te le dis, c'est. Fait que
mes histoires avec Bob, c'est probablement pas mes favorites, mais à cette heure, je regarde dans le passé puis je suis crampé, mais c'est tout un entraîneur de hockey, une incroyable personne. J'ai pas un mauvais mot à dire avec Bob Hartley. Puis c'est ça l'autre chose, c'est que, tu sais, des fois, même si c'est un entraîneur que tu vois pas œil à œil avec, tu peux respecter ce qu'ils font. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça n'a pas besoin d'être ton préféré. Puis, tu sais, je dirais, pour ma carrière, est-ce que Bob a été le meilleur entraîneur que j'ai eu? Non, mais je respecte énormément cet homme-là, simplement parce que il y a quelque chose qu'il voulait faire, puis, tu sais, la plupart des boutons dont il touche, ça a fonctionné. Même si tu es assis pendant 60 minutes à rien faire, il a pesé le bon bouton, m'en marque sur la glace, puis c'est qui compte le game winner, c'est moi. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Ouais. On avance dans le temps, là, Jean-Luc, là, puis tu nous laisses-tu un petit 4-5 minutes? Ah, ben oui, absolument. Parce que j'ai une question qui me titille. On parle beaucoup de Zach Werenski actuellement dans les médias. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il partira pas? Est-ce qu'il est disponible? C'est quoi qui se passe dans ce dossier-là? Tu peux-tu en dire davantage? Je pense que, honnêtement, à la fin de la saison, après les propos de Rick Bowness, il y avait beaucoup de frustration autour du leadership de l'équipe. Puis tu pouvais l'entendre dans les commentaires de Zach Werenski immédiatement quand il a dit « Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais je pense que lui et Rick Bowness, ils se sont parlé. Puis encore, je vous dis ça, mais je suis pas sûr que c'est exactement ce qui s'est passé. Puis évidemment, Don Waddell, en tant que directeur général, il va appeler ses leaders, voir comment on se sent. Puis probablement un peu de frustration, un petit peu de ce qui se passe autour de la Ligue. Zach Werenski, il dit « moi, je t'aboute, là. » Il dit « Je re-signe pas ici. » Ça veut pas dire « échangez-moi », mais peut-être qu'il dit « Je suis pas prêt à faire une extension ici, à moins que les choses changent. » Puis Don Waddell, évidemment, il prend ça à cœur. Il dit « Bon, ben, si je vais échanger un gars comme Zach Werenski, pourquoi attendre la dernière année de contrat? Ouais. Parce que si, admettons que l'échange, je vais vous donner un exemple, à Toronto, puis Toronto, pour l'avoir pour 2 saisons complètes, pour le convaincre à continuer là, c'est mieux qu'à la dernière minute, limite des transactions, puis là, tu l'as pour une run de playoff, fait que le retour est moins gros. Fait que on va l'échanger, admettons, je pense que c'était à Dallas, puis tu as un beau retour en Thomas Harley puis Maverick Bourque, puis l'échange est annoncé. Ben, il n'est pas annoncé, mais l'échange il est apporté à Zach Werenski, puis il dit « Ah non, je ne vais pas là. » Puis c'est rien contre Dallas, nécessairement, mais c'est peut-être où Werenski dit « Hey, wow, j'ai pas dit que je vais me faire échanger. C'est juste que je ne suis pas prêt à re-signer nécessairement. » Ou c'est Zach Werenski qui dit bon, « Moi, je suis prêt à aller rester dans l'Est ou pas aller dans l'Ouest. » Qu'est-ce qui s'est passé également? Exactement, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé, que Zach Werenski s'est comme fait prendre par surprise. Hey, tu m'échanges? Je ne suis pas prêt à aller là, ou sais-tu quoi? Peut-être que je ne suis pas sûr que je vais me faire échanger. Puis là, évidemment, on retourne une semaine plus tard, puis il dit ah non, c'était une. Comment qu'on dit? On ne s'est pas bien compris. Évidemment, j'aime ça, Columbus, je veux rester ici. Fait que je ne sais pas si c'est du political talk, là, en voulant être sûr qu'il n'y a pas d'animosité entre Zach Werenski, l'organisation et les fans, ou c'est vraiment la façon dont ils pensent en ce moment. Mais je peux vous dire, ça a fait pas mal de bruit ici. Fait qu'on va voir ça au mois de septembre, quand le camp commence, qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, je pense que Werenski est ici pour rester, mais je ne sais pas pour combien de temps. OK. Il y a toujours des affaires qui se passent à Columbus. Je ne sais pas pourquoi tu disais tantôt que c'est une ville tranquille puis tout ça, mais on dirait que c'est tout le temps eux autres qui sont comme on the spot dans la Ligue nationale. Les joueurs veulent partir, finalement, comme tu viens de le dire, ils ne veulent pas partir. Il y a quelque chose qui se passe à Columbus qu'on ne peut pas expliquer. Ben, Kev, c'est bon pour moi parce que les médias francophones veulent me parler. Fait que j'ai choisi la bonne ville parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. C'est pas tout le temps positif, ça, c'est sûr, mais ils veulent en parler. Fait que je suis là pour là. Non, mais c'est vrai. T'as complètement raison. Hein. Quand on parle de Bobrovsky, Panarin, la fameuse année, que ce soit malheureusement la perte de Johnny Gaudreau, la signature de Johnny Gaudreau, il y a tout le temps, on dirait tout le temps qu'il y a du bruit. De façon négative vers l'organisation. Ouais. Mais je peux te dire, les propriétaires de l'équipe sont vraiment incroyables.
J'ai joué au golf avec lui hier, justement, le propriétaire, mais tu sais, eux autres, c'est des gars de business. Tu sais, à la Ligue nationale, c'est tous des gars de business parce que c'est tellement cher. Il y a certains propriétaires, comme Jerry Jones ou Tom Dundon, qui aiment ça être là, t'es voix d'en face. Puis il y a certains autres propriétaires qui veulent complètement retirer, puis ils vont emmener du monde pour prendre soin de l'organisation. Puis c'est pas juste une autre business, mais c'est pas leur domaine. T'sais, ils connaissent pas le sport autant qu'ils connaissent ce qui leur a donné du succès. Fait que pour eux autres, ils regardent l'équipe de proche, ils n'ont pas peur de dépenser de l'argent, ils n'ont pas peur. C'est simplement qu'ils ne connaissent pas la Ligue nationale de hockey, le sport, assez pour dire « Hey, je vais aller en avant des médias, commence à répondre des questions », parce que c'est pas leur expertise. Tu sais, c'est comme Jeff Molson, il parle ci puis là, mais tu sais, le hockey, oui, c'est gros à Montréal, mais c'est pas lui l'expert. C'est pour ça qu'il paye Kent Hughes puis qu'il paye, tu sais, pour faire leur job puis prendre soin du côté business de l'équipe. C'est la même chose à Columbus, malheureusement. Fait que, tu sais, tout le monde pointe du doigt au propriétaire, mais tu sais, la plupart du temps, c'est pas nécessairement le propriétaire. C'est peut-être qu'ils ont engagé la mauvaise personne. Tu sais, ça peut être ça également, mais ça n'a rien à voir avec nécessairement le propriétaire. J'en ai une petite dernière pour toi, Jean-Luc, si tu permets, si tu as encore le temps. Ouais. Moi, on aime beaucoup parler de l'être humain ici chez les Meneurs. Puis, moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement. T'sais, on l'a vu ici à Montréal, présentement à Jean-Libre, sans compensation. Je trouve que c'est un incompris. T'sais, ça a l'air d'être vraiment une bonne personne. Ils se sont vraiment bien acclimatés à l'environnement du Canadien. Il a connu des difficultés à Columbus, c'est Patrik Laine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'individu? On sait que c'est un marqueur de but phénoménal. Sa shot est dans une autre ligue. Mais qu'est-ce que tu peux me dire sur l'individu? J'imagine que tu l'as côtoyé un peu. Peut-être que je me trompe. L'individu. Patrik Laine me rappelle... Si on peut parler à l'histoire, à quelqu'un à qui Patrik Laine me rappellerait le plus, c'est quasiment... Ça a l'air bizarre, là. Michael Jackson. OK. De façon... Un enfant dans un corps d'homme. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. C'est. Tu sais, puis encore, les gars sont jeunes, mais tu sais, tu sais, que ce soit de jeux vidéo ou des autos super sport, la perte de son père lui a vraiment fait mal. Tu sais, on parle du côté humain. Quand il a perdu son père, c'est à Columbus, Patrik Laine, on dirait qu'il a perdu son repère. Son swag, son repère. C'est quelqu'un qui était très, 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 très proche de son père. Puis c'est là que le côté humain, des fois... Tu sais, est-ce que Patrik Laine va être le joueur le plus travaillant? Jamais. Il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Mais c'est pas une mauvaise personne. C'est juste que je sais pas... Est-ce que le hockey est encore une primordiale pour lui? Tu comprends ce que je veux dire? Là, il est rendu, il a une fiancée ou une femme, il s'est marié. Ouais. Je pense que ça l'aide probablement du côté personnel parce que c'était un gars il avait l'air toujours tout seul. Tu sais, je m'en souviens quand il est arrivé ici initialement, lui, c'était Adam Fantilli, puis lui, il était de même. Tu sais, puis Fantilli était beaucoup plus jeune, mais tu sais, Puis tu vois toutes leurs affaires sur Instagram, comment il y avait du fun. Mais tu sais, c'était vraiment... On dirait que tu regardais des gars qui étaient au secondaire. La façon dont... Leurs intérêts. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que du côté personnel pour Patrik Laine, je pense que la perte de son père, il a vraiment, vraiment fait mal. Tu sais, c'est un super de bon gars. Ouais. Puis, tu sais, son plus gros défaut pour lui, c'est ce qu'on appelle son langage corporel. Langage corporel, c'est le nom en français. Son langage corporel, il est tellement mauvais. Puis en tant que professionnel, quand tu es dans l'autre équipe, puis tu regardes le banc au bord, tu regardes un gars sur la glace, tu te dis, ah, là, on l'a exactement où qu'on veut. C'est Patrik Laine, là, exactement. Tu sais exactement quand il est frustré, quand il n'est pas content, quand il est content. Tu sais, pour être un athlète professionnel là, qui a du succès, il faut que tu sois flatline. Tu sais, tu regardes un gars comme Nick Suzuki, on dirait, tu sais pas s'il y a un bon match, un mauvais match, un tour du chapeau ou -6, il est le même. Zach Werenski, là,
ça, c'est l'exemple parfait autour de la Ligue. Sérieusement, je m'en souviens d'avoir vu le vidéo quand il a été nommé sur l'équipe américaine. Hey! Thanks, Billy. Hey, Bill Guérin l'appelle. Hey, thanks. That's awesome. That's great. Thanks. Une autre journée. Tu as vu le trophée quand il a gagné le Norris? Il emmène le trophée. Ah, that's awesome. That's great. Hein? Puis il est là avec son trophée. Zach Werenski est de même. Que ça aille bien, pas bien, qu'il y ait un match de 5 points ou moins. Tu sais, il est flatline, puis liné, il est de même. Puis en tant qu'athlète professionnel, souvent, ton langage corporel, ça peut te tuer. Puis dans son cas, c'est sur son plus gros problème, personnellement. Merci pour ces explications détaillées, Jean-Luc. C'est toujours très intéressant. Jeff, c'est une autre question. Jeff, il est prêt. Allez, vas-y. J'en ai une dernière. Après ça, on va te poser 5 questions en rafale qui vont aller vite, puis tu vas pouvoir partir. Moi, je suis fan des Capitals depuis 1998 de mémoire, en raison de Peter Bondra. Je veux savoir, en Boone Jenner, qu'est-ce que les Capitals ont acquis en lui? Quel type d'être humain, quel type d'homme ont-ils acquis? Être humain incroyable. Je pense que Boone Jenner à Washington, ça va être parfait parce que c'était le capitaine ici, mais c'était pas un capitaine qui était trop, comment je pourrais dire, il était pas vocal. C'est pas un gars vocal. Boone, c'est encore un autre gars qui est tranquille, comme Zach, que autant qu'il joue fort, que c'est pas un gars qui va fracasser les bâtons quand l'équipe en a besoin. Puis chaque équipe a besoin d'un gars de même. Puis Boone Jenner, c'était pas ce gars-là. Mais à Washington, il va avoir un rôle réduit, point de vue de leadership, mais un très, très bon leader également. Fait que pour moi, pour les Capitals de Washington, ça fait du sens à 100% d'avoir un gars comme Boone Jenner, un gars qui peut jouer à l'aile ou au centre, très bon sur les mises en jeu. Puis c'est un gars qui va payer le prix à la Brendan Gallagher. Lui, là, s'ils disent tu vas être en avant du filet, puis Ovechkin va lancer les one-timers, il va le faire dans les pratiques, il va le faire dans les matchs, puis il va pas avoir peur, puis s'il se pète la face, il va se péter la face, puis il va aller s'en faire réparer, puis il va retourner. Puis il l'a fait à Columbus depuis le début de sa carrière, puis il l'a fait jusqu'au dernier jour. Fait que c'est vraiment un bon leader. Point de vue atout offensif, est-ce qu'il va t'emmener des gros chiffres? Absolument pas, mais défensivement, puis hors glace, ça va être beaucoup, beaucoup d'aide pour le groupe de Washington, parce que c'est un groupe qui est quand même assez âgé. Tu comprends-tu? Fait qu'emmener un autre vétéran de même, des gars de même, t'emmènes pas ça pour la saison régulière, t'emmènes ça pour les séries éliminatoires, puis tu sais, t'emmènes un Boone Jenner, t'emmènes un Alex Tuch. Ça, c'est des gars qui vont vraiment, comme on dit en anglais, là, ils vont tip the scale là, de ton côté beaucoup plus que durant la saison régulière. Fait que, point de vue saison régulière, ça se peut que ça soit moyen, mais une fois que les séries commencent ou les matchs vraiment importants, c'est là que des gars comme Boone Jenner vont se réveiller. Merci Jean-Luc. On tombe aux questions en rafale. Kev, même si on a encore 57 questions. On aurait une autre heure à faire, techniquement, mais on va te laisser partir, promis. Tu peux me poser plus de questions si tu veux, je suis correct. Fait que, faites ce que vous voulez. OK, bon, je veux backtracker au foreur parce qu'on n'a pas parlé beaucoup. Moi, je suis natif de l'Abitibi, Jean-Luc. Rouyn-Noranda, je suis un gars d'Husky. J'ai beaucoup d'amis qui ont joué pour les Huskies. Mais je veux savoir, à Val-d'Or, tu as côtoyé Steve Bégin, Roberto Luongo, JP Dumont. Chris, c'était quoi ce groupe-là à cette époque-là? Là? C'est des gars qui ont eu des bonnes carrières dans le show. C'était des joueurs incroyables. Luongo, pour moi, est l'un des 5 meilleurs gardiens de l'histoire. C'était quoi côtoyer ces jeunes-là à cette époque-là? C'était incroyable. Écoute, puis tu sais, Luongo, je pense que c'était 2 ans plus jeune que moi. Steve, puis Dumont était 1 an plus jeune que moi. On avait un beau groupe, un groupe fun. Je vais te dire, moi, quand je me suis fait échanger à Val-d'Or, je capotais, je braillais, tu me niaises, je vais geler. Oui. Puis, tu sais, je vais backtracker. L'année d'avant, mon année 16 ans à Beauport, je sais pas si tu viens, il y avait les... C'était pas... Comment que ça s'appelait? Il y avait le U17, les under 17 ans. Oui. Le championnat mondial était en Abitibi-Témiscamingue, puis j'étais sur cette équipe-là. Puis on s'était rendu en finale
contre les États-Unis puis Brian Bérard. Puis tiens-tu, on avait gagné 6-5 en temps supplémentaire. Je pense que c'était Daniel Brière ou Jason Doyle qui avait compté le but gagnant. Puis je me souviendrai toujours de. Je n'étais jamais à la Val-d'Or, mais je me souviens l'aréna était pleine, puis c'était malade. Puis quand je me suis fait échanger à Val-d'Or ma première année, j'étais là, oh, ça c'est loin. Puis j'ai adoré mon temps à Val-d'Or. Mais quand je te dis je suis tombé en amour avec Val-d'Or, là, sérieusement, si j'aurais passé ma carrière complète à Val-d'Or, j'aurais été complètement satisfait. Puis tu sais, ma première année, c'était difficile, on n'était pas fort. Puis la deuxième année, c'est là que Dumont est arrivé, puis que Bégin est arrivé, puis Luongo est arrivé, puis il était encore jeune. Mais ma troisième année, c'est vraiment là qu'on a explosé. Mais c'était le fun. Écoute, on était jeunes, on était stupides, on a fait des niaiseries, mais maudit, c'est à la glace qu'on avait du fun. Puis encore, crédit à l'organisation, mais je dirais vraiment, Norman Flynn, il a vraiment aidé à propulser le groupe vers l'avant, la façon dont il coachait, la façon dont il faisait peur aux gars, mais on le respectait, mais on n'avait pas peur nécessairement de lui. Je me souviens, toujours, il y a un match, et ça, c'est juste pour te dire, tu sais, les coffres à outils, les vieux coffres à outils, à cette heure, c'est plus en métal, là, c'est en plastique. Ouais, mais ben dans oui. le temps, tiens-tu les rouges, Ouais. les coffres rouges? Oui. On avait un coffre rouge de même dans le milieu de la chambre. Puis on était assis. Puis ça allait pas bien le match. Puis on était entre les deux périodes, puis Norman Flynn, il rentre. Il dit là, faut qu'on se réveille, puis blablabla. Puis c'est là que la saison a vraiment tourné. Puis il commence à faire le tour de la chambre, puis il dit des choses à certains joueurs. Puis il dit là, va falloir qu'on se réveille. Puis il prend son point, puis le coffre à outils était sur la table, puis il fait. Puis, tu sais, avec son poing, là, il punch le coffre à outils. Puis là, vous allez dire, ça, c'est un mythe, c'est pas vrai. Le coffre à outils a fait ça de même. C'est en métal, là. C'est bon, Puis là, les gars, tous les gars, les yeux ouverts de même. Puis je m'en souviens pas si on a gagné ou perdu le match, mais c'est vrai, je m'en souviens encore, ça a été le point tournant de notre saison. Mais immédiatement, après qu'il est sorti de la chambre, on a genre 5 minutes pour préparer. Puis je pense que c'est JP Dumont il fallait qu'il retape son bâton. Puis il essayait d'ouvrir le coffre. On pouvait pas ouvrir le coffre parce que c'était rendu concave. Puis on était là, on essayait d'ouvrir le coffre. Et les gars disent, tabarouette, je te dis, on est mieux de se réveiller. Je sais pas, il y a quelqu'un dans le jeu qui dit, on est mieux de se réveiller parce que s'il accroche un de nous autres, on est mort. Puis c'est vraiment là que la saison a viré. Mais c'était vraiment un beau groupe. Mais encore, tu sais, tu pars, ça commence quand tu es jeune, puis tu grandis dans tes rôles. C'est l'exemple parfait. Mais tu sais, un gars comme Norman Flynn, il a vraiment été le gros chiffre. Puis tu sais, il n'a pas été là une fois que l'équipe s'est rendue à la Coupe Memorial, puis tout ça, mais c'est vraiment de lui que j'ai vraiment vu un gros changement dans l'organisation. As-tu une petite dernière, Kev? Oh, j'en ai d'autres avec moi, mais. Vas-y qu'une petite dernière, puis on lance la rafale après. OK. Juste savoir, tu as été assez transparent avec nous autres depuis le début, fait que je vais me permettre ça. Mais c'est pas trop indiscret, j'imagine. Tu as fait partie des Trashers d'Atlanta quand l'incident Danny Clay est survenu, dans ces coins-là environ. Est-ce que tu as ressenti un malaise au sein de l'organisation? Comment ça s'est passé avec cette histoire-là? Tu sais, comment ils ont géré ça, ce dossier-là? Ça va être assez particulier. Là. On va passer ça tous les ans, on s'entend? Ouais. Fait que ça, c'est arrivé pendant le camp d'entraînement, au mois de septembre. Ouais. Moi, je suis arrivé là au mois de janvier. Je pense que je suis arrivé là le 1er janvier. Je pense que je me suis fait échanger carrément le 31 décembre. C'était... Comment que c'était? C'était bizarre. Je vais vous dire, puis sérieusement, j'ai pas aimé mon séjour à Atlanta parce que c'était comme il y avait un nuage noir sur l'équipe, puis ça paraissait. Puis, tu sais, Hitley est encore en rehab. Évidemment, tu perds un coéquipier. Puis, tu sais, l'impact n'était pas aussi gros sur moi parce que je connaissais pas Dan. Oh, maudit. C'était quoi son nom? Dan Snyder.
Snyder, oui. Ouais, Exact. j'ai jamais joué avec, mais évidemment, tu sais, ça t'affecte parce que tu es dans la même ligue, mais c'était pas quelque chose de... J'étais pas aussi proche de Dan Snyder que, évidemment, ses coéquipiers. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais tu pouvais voir, tu sais, t'arrivais de l'extérieur, puis t'es tout content d'avoir une nouvelle chance, puis tu pouvais voir que, tu sais, il y avait un moral dans l'équipe qui était pas parfait, tu sais. Puis comment tu combats ça, je suis pas sûr, mais fait que c'était bizarre pour moi. Est-ce que je l'ai remarqué? À 100%, je l'ai remarqué. Puis, tu sais, la santé mentale, ça se parlait pas autant. Tu pouvais voir qu'il y a des joueurs qui étaient plus affectés que d'autres, il n'y a aucun doute. Que ce soit l'abus d'alcool, etc., que tu dis, Saint-Crème, ça boit en tabarouette dans cet avion-là, comparé au que j'étais à Columbus. Fait que tu pouvais voir qu'il y a des choses qui glissaient, mais c'était une situation très difficile. Fait que, écoute, j'ai pas été là longtemps, mais je peux te dire que c'est définitivement, comparé à ce que j'ai vécu à Buffalo avant ou à Columbus avant ou à Washington après, je peux te dire qu'Atlanta, il y avait définitivement un gros nuage noir sur l'organisation, point de vue de ce qui s'est passé. Je pense que c'est à cause de ça, évidemment, mais tu pouvais voir une différence claire. C'est une bonne question, Kev, mais je peux pas vraiment dire l'effet que ça a eu sur l'équipe simplement parce que je n'étais pas là avant l'incident. Durant l'incident, je suis arrivé, tu sais, genre 4-5 mois après l'incident. Wow. Fait que là, Kev, c'est le moment d'aller dans les rafales. On n'a pas le choix. On a 5 questions, Jean-Luc, ça va super vite. Ouais. Tu réponds ce que tu veux, là. Ça t'appartient. T'es prêt? Ouais. Un mot pour décrire le hockey d'aujourd'hui. Excitant. Complète la petite phrase. Le hockey m'a appris que... Oui. Le talent est seulement 20% de tes succès. Le reste, il faut travailler fort. Une belle réponse en esti. Ouais. Quelle valeur tu essaies de transmettre là, aux enfants, aux jeunes que tu côtoies, à tes enfants, à toi? Moi, la plus grosse chose, c'est respecter tout le monde en tant qu'égal. Sérieusement, le respect, c'est très, très gros pour moi. Fait que ça ne dérange pas si tu es... Ben, je vais te donner un exemple. Ça ne dérange pas si je suis en train de jouer au golf avec Hier, j'ai joué au golf avec mon fils, avec le propriétaire des Blue Jackets. Mais de voir mon fils respecter autant le serveur au restaurant qui respecte le propriétaire des Blue Jackets que le gars qui tombe le gazon à côté du green, puis de dire bonjour, comment ça va à tout le monde, pour moi, c'est ma plus grosse fierté en tant que parent. Fait que pour moi, c'est ça que j'essaie de... Que ce soit un jeune que je coach, que je côtoie, etc. Pour moi, le respect, c'est la plus grosse chose parce que malheureusement, dans notre société, ça s'en va de plus en plus. Oui, très d'accord. Pogner un frisson, Jean-Luc, pas te mentir, là, parce que nous autres, on est des papas, tu sais, fait que quand on a d'autres papas qui viennent raconter des histoires comme ça, parce que moi, personnellement, ça vient me chercher, fait que merci pour ça. Ouais, pas de problème. Pourquoi... En fait, j'en avais 2, mais j'en ai comme 3, ok? Je vais peut-être m'en permettre une de plus. Pourquoi, tu sais, j'ai lu dans une entrevue que tu disais faut pas avoir peur d'échouer dans la vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, écoute, tu vas échouer plusieurs fois. Ça dérange pas c'est quoi ton domaine. Tu vas échouer, tu vas avoir des challenges, mais personnellement, je pense que je vais retourner en tant que parent. Tu sais. En tant que parent, tu veux que tes enfants ont du succès. Puis, tu sais, je regarde, admettons, mon fils, tu sais, puis mon fils, il aimait ça, le hockey, mais tu sais, c'était pas... Il dormait pas pour le hockey. C'était pas... Puis je me souviens, plusieurs fois, il y a eu des chances d'être dans les équipes, les AAA, puis tout ça, mais tu sais, il dit « Ah ouais, il peut être dans le AAA si tu coaches, puis tu fais ça, etc. » Ça aurait été facile pour moi de dire « OK, pas de problème, je vais prendre mon temps, je vais coacher, mais est-ce que j'apprends les bonnes choses à mon fils? » Parce que malheureusement, c'est tout... Dans la vie, c'est qui tu connais qui va te donner des connexions pour te rendre où tu veux, mais je pense que montrer à mon fils d'échouer
jeune, c'est bon pour lui parce qu'il va comprendre c'est quoi l'échec, puis c'est quoi se retrousser les manches, puis travailler encore plus fort pour son but. Fait que leur montrer ça jeune, c'est correct. Je m'en souviens jouer aux jeux vidéo avec mon fils quand il était jeune, puis on jouait genre à FIFA ou NHL, puis ma femme m'a dit « Pourquoi tu le bats? Laisse-les gagner. » Puis tu sais, je le laissais gagner genre 3 matchs sur 4, mais il fallait que je le batte une fois de temps en temps, parce que sinon, ils ne comprennent pas c'est quoi l'échec. Ils pensent que, ils vont gagner, puis là, une fois, quand la vie va te frapper dans la face, puis va dire « Bang, welcome to the real world », ça va être quoi leur réaction? Fait que pour moi, tu grandis avec plusieurs échecs dans la vie, puis je m'excuse d'encore tourner ça sur mes enfants, mais c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour les jeunes, puis même les adultes, de ne pas avoir peur de fail, d'avoir des insuccès, parce qu'au moins tu as essayé, puis c'est comme ça que tu vas grandir, puis savoir comment corriger tes actions dans le futur. Fait que c'est une grosse partie de la croissance des jeunes, mais même des adultes également. Ça me rappelle une quote de Rocky Balboa qui dit c'est pas le nombre de coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses puis tu keep moving forward, tu sais, à chaque fois. Ouais. Sauf que je ne vais pas prendre l'avis de Rocky parce que Saint-Crème, il n'a mangé les tapes. Lui, c'est ses commotions qui parlent. Parlant de commotion et tout ça, ma prochaine question, c'était c'est qui le joueur le plus tough que tu as affronté? Que ce soit au combat ou dans la vie de tous les jours? Le plus tough, pour moi, Peter Forsberg. Pour moi, c'était, sérieusement, là, j'aurais tellement aimé être capable de côtoyer ce joueur-là en tant que coéquipier, mais je vais dire, jouer contre Peter Forsberg, il était prêt à tout pour gagner, puis les gens, tu sais, malheureusement, sa carrière a fini plus bonheur, il y a eu tellement de blessures, mais quand tu parles d'un athlète qui faisait tout pour gagner, puis qui était tellement fort physiquement, là, pour moi, Peter Forsberg, il n'y a aucune comparaison. C'est pour moi, là, sérieusement, là, c'est sûr, aucun doute, sans blessure, ça aurait été un des top 10 joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. C'est juste absolument d'accord. Je l'admire tellement. Ouais. Il était complet, là. Grand, gros, rapide. Il y avait tout. C'est tout pour lui. Incroyable. Phénoménal. Et ma petite dernière que je pose à tous les invités qui passent ici, c'est qui le plus grand leader que tu as côtoyé dans ta carrière? Le plus grand leader que j'ai côtoyé dans ma carrière. Tu peux en nommer 2-3 si tu veux. Tu sais qu'on a eu une couple, là. Luke Richardson, tu l'as eu comme capitaine. Ouais, j'ai eu Luke, j'ai eu Lyle O'Deline. Ray Whitney, je me trompe pas. Ray Whitney. Le plus grand leader que j'ai côtoyé dans ma carrière. Tabarouette. Hey, ça, c'est une méchante bonne question. Sérieusement, ça a de l'air niaiseux, puis je vais retourner, puis c'est Steve Bégin. Sérieusement, là, je m'en souviens dans le junior, il était, comme je te dis, il était 1 an plus jeune que moi, mais la façon dont il est rentré sa première saison dans le junior majeur, puis tu sais, c'était pas un leader, tu sais, c'était pas un leader qui était raw nécessairement, mais il était, tu sais, comme entre les deux. Mais point de vue d'un joueur avec qui j'ai joué à un jeune âge, a vraiment montré des signes. Puis tu sais, Steve Bégin, un choix de 2e ronde en Ligue nationale, il était 5'10", 170 livres. Là, tu sais, juste, pour moi, c'est probablement un des grands joueurs de point de vue caractère que j'ai côtoyé. Puis je sais que tu t'attendais que je dise quelque chose de complètement différent. Puis j'ai jamais joué avec Steve au niveau professionnel, mais je dirais dans mon jeune âge, un joueur que je me dis, Saint-Crème, lui est spécial, là, je dirais Steve Bégin probablement. C'est pour ça qu'il s'est rendu national, parce que lui, tu parles, c'était pas le talent, c'est simplement entre les 2 oreilles. C'est l'exemple parfait. Ah, chaque présence dans le tapis, c'est pour ça que Bob, il l'aimait autant, je pense. Ouais, exactement. Ouais. Hey, Jean-Luc, c'est déjà tout. Ce fut vraiment crissement un réel plaisir de t'avoir avec nous. On a fait 1h30, on pensait faire juste 1 heure. Je savais que ça allait déborder. C'était vraiment sharp là, de t'avoir. Merci beaucoup. Mon plaisir, puis en tout cas, n'importe quand les boys, fait que peut-être qu'on se reparler dans le futur. Excellent. Ben avec le plus grand des plaisirs. Merci vraiment pour ta générosité, ton temps, parce que on se doute que tu es un homme occupé.
Fait que, mais c'est sûr que c'est l'été, mais bon, hein, on ne prendra pas ça pour acquis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis on se souhaite vraiment une très belle journée, puis au plaisir de se rejaser. Ah, vous aussi. Merci. Salut. Merci Salut, Jean-Luc. Salut. Wow! Bon, ben, pour un show qui devait durer 1 heure, Kev, Ouais. ça a bien été en esti. Hein? C'est le fun en tabarnak, ces discussions-là, comme si on prenait une bière, puis on jase, puis tu sais, jase du côté humain, jase de leader, jase. Esti, ça donne des frissons, puis ça amorce bien une journée. Là. Mon café est vide depuis longtemps, d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, veux pas boire de l'eau, boire du café, ben, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'heure du pipi! Bref. Ben, avant que tu le fait pipi, faut passer à la dernière minute de jeu à faire Qu'est-ce en qui cette se passe? troisième période. Qu'est-ce qui se passe dans la dernière minute de jeu, Jeff? Qui qu'on reçoit la semaine prochaine? On va on recevra le Chouine, Mathieu Chouinard. Puis lui, Yeah. ce qui est particulier, c'est qu'il a été drafté à 2 reprises par les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Fait que ça va être le fun de jaser avec lui, qui est analyste à TVA Sport. Il était parti en vacances jusqu'au 10 juillet, puis il m'a dit après le 10, je suis disponible, les boys. Fait que ça va être Mathieu Chouinard qui va venir jaser avec nous autres. Ça va être le fun aussi en esti. J'ai un fun fact sur Mathieu Chouinard, c'est que j'ai su il y a 3 semaines que c'est un ancien gardien de but. Moi, je savais que c'était un ancien tu savais NHLer. pas? Je savais pas que c'était un ancien gardien de but. Fait que, tu sais, j'ai été voir sa fiche de hockey hier. J'étais comme, oh, OK, Ouais. wow, c'est un gardien de but. Ouais, Tu sais, il absolument. a l'air d'un gars imposant. Puis, je me dis, ça doit être un défenseur, lui. Tu sais, la preuve qu'on en apprend chaque jour, même quand on travaille dans le monde du hockey. Fait que Mathieu Chouinard, le gardien de but, maintenant analyste, viendra nous jaser au bonheur. Merci de nous suivre. C'est que j'ai du fun à faire ce qu'on fait, Jeff. On est vraiment, puis je me répète encore, on est privilégié de faire ce qu'on fait. On est privilégié d'avoir d'aussi bons invités, des bonnes personnes avec des belles valeurs. Ça nous rejoint en esti. Fait que merci de nous suivre sur les nombreuses plateformes. Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules vidéo et pour les shows complets sur YouTube pour voir nos belles faces. Et en version audio, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Merci de nous envoyer de l'amour. J'espère qu'on vous le rend. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci infiniment à tout le monde. Merci à toi, Jeff. Une belle fin de journée. Merci, Kev. Puis je fais un clin d'œil à la gabière parce que la bière est succulente. Merci tout le monde. Merci, Kev. On vous aime. Peace. Ah, fuck. Le générique de la fin. Je l'ai.